Pour cette prochaine intervention, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Cazeneuve, député des Hauts-de-Seine, rapporteur de la loi pour l'accélération de la production d'énergie renouvelable, pour justement nous présenter la feuille de route fixée pour accélérer la production d'énergie renouvelable sur le territoire français. Bienvenue, monsieur le député. Ça marche mon micro? Parfait. Bonjour à toutes et tous. Alors, j'ai pas de slide, moi je suis parti de la Startup Nation, maintenant on fait de la politique, donc on n'a plus de présentation PowerPoint. On pense qu'on se suffit à nous-mêmes, ce qui n'est absolument pas vrai, mais je vous prie de m'excuser par avance de ne pas avoir de support. Je suis là, donc ça a été très bien dit, j'ai 28 ans, j'ai été élu il y a un peu plus d'1 an maintenant comme député des Hauts-de-Seine. Et moi je suis engagé depuis une dizaine d'années en politique, et notamment sur les sujets liés au climat, qui est notre génération, et puis avec un petit parti qui s'appelait Allons Enfants à l'époque, dont encore certains représentants arpentent ces lieux. Et quand on s'intéresse au climat, très rapidement, on finit par s'intéresser à l'énergie. J'ai eu le plaisir, en cette première année de mandat, d'être le rapporteur, l'un des rapporteurs de la loi sur l'accélération des énergies renouvelables. Et quand j'en parle, je commence toujours par 3 tout petits constats. Le premier, c'est de dire que, et c'est toujours un peu particulier pour des grands défenseurs des énergies renouvelables, mais je trouve que c'est important, c'est d'avoir un mot pour le nucléaire et de dire que ce qu'a fait le président de la République pendant son discours à Belfort, la vision énergétique qu'il a pour la France à horizon 2050, c'est une vision où on n'oppose pas les énergies entre elles. Et un constat simple, c'est que pour franchir le mur énergétique qu'il y a devant nous, pour atteindre la neutralité carbone, décarboner notre économie, on aura besoin de toutes les énergies, du nucléaire et évidemment des énergies renouvelables. Ensuite, le deuxième constat que je fais, c'est que ce fameux mur énergétique, il va arriver un tout petit peu plus tôt que prévu, et que globalement, on est dans un processus et une dynamique d'électrification de nos usages qui est complètement démentielle et qui surpasse toutes les prévisions qu'on a pu avoir, et que, sans faire offense à qui que ce soit de la filière nucléaire, avant qu'on sorte les nouveaux EPR promis, on va dire 2035, il va falloir produire massivement de l'électricité dans les prochaines années, et que pour ça, à part les énergies renouvelables, on ne sait pas faire. Et le troisième point, c'est que on a beaucoup réduit le débat sur l'énergie, en fait, au débat sur l'électricité, en opposant parfois éolienne versus nucléaire ou autre, et qu'on oublie trop souvent aujourd'hui que 2 tiers de notre consommation énergétique, elle n'est pas électrique, enfin 3 quarts de notre consommation énergétique n'est pas électrique, mais que 2 tiers d'entre elles aujourd'hui, c'est du fossile, et du fossile importé de grandes démocraties, le Qatar, l'Ouzbékistan, la Russie, enfin tous ces gens avec qui on a envie de travailler, et par ailleurs évidemment extrêmement décarbonés. Et donc, la loi pour développer les ENR, et celle qu'on a portée, la vision énergétique portée par le président, pour moi, c'est le plus grand challenge sociétal, économique qu'on aura devant nous, puisqu'on passe d'un modèle où on importe 2 tiers de notre énergie à un modèle où on va devoir la produire de manière souveraine et de manière décarbonée. Alors, pour construire la loi sur l'accélération des énergies renouvelables, déjà on a bien mis le terme accélération, parce que le constat qu'il y avait partout, sur tous les acteurs de la filière, c'est que fondamentalement on était très en retard. Alors on était en retard sur les objectifs qu'on s'était nous-mêmes fixés en termes de production d'énergie renouvelable à l'Europe, mais on est aussi en retard pour un certain nombre d'éléments qui ont été identifiés. Le premier, je vais aller très vite là-dessus parce que c'est pas le plus intéressant, c'est évidemment sur les temps de procédure. On a une législation en France extrêmement contrainte, historiquement un peu par peur de ces nouveaux moulins à vent. C'est aussi difficile et c'est les mêmes niveaux de contraintes environnementales pour construire une usine Céveso à ZF que pour construire une éolienne. Et ça a généré beaucoup de contractions administratives autour de ces sujets. Et le repère temporel qu'on a, c'est 5 ans pour un parc solaire, 8 ans pour un parc éolien terrestre et 12 ans pour un parc éolien en mer. Nos petits voisins feront 2 fois plus vite, donc c'est normal qu'eux soient en avance sur leur projet. Et donc on a toute une part de la loi qui a visé à raccourcir ces délais pour nous permettre d'être beaucoup plus flexibles et beaucoup plus impactants sur le déploiement de nos projets ENR. Le deuxième, c'est le sujet de la planification.
Alors l'avantage quand on est élu depuis presque 13 mois maintenant, c'est qu'on ne se sent pas trop comptable des 25 dernières années en termes de décisions publiques. Et que, même si ça ne fait pas toujours plaisir, quand on a fait le constat, quand on a auditionné tout un tas de gens, tout un tas d'acteurs, fondamentalement, le déploiement des ENR en France, c'était un peu le Far West. C'était un peu le Far West parce que c'était pas piloté, parce que c'était pas planifié, parce que c'était pas coordonné, parce que ça entraînait des effets de saturation très forts qui sont liés intrinsèquement. Évidemment, on met des éoliennes là où il y a du vent, on met des éoliennes là où il y a de l'industrie, ce qui n'est pas complètement illogique non plus. Mais ça a entraîné tout un tas de phénomènes comme le mitage, comme la saturation paysagère, qui fait qu'aujourd'hui, il y a eu une certaine mésentente entre les Français et les énergies renouvelables, et qu'il y a impérativement le besoin de planifier. On l'a fait, on a distingué, c'était déjà, et je vais reprendre sur les derniers mots que j'ai pu entendre, on a fait de la planification en mer, et là on est parti d'un constat simple, et vous l'avez toutes et tous dans vos quotidiens professionnels, le plus important c'est de mettre tous les acteurs concernés autour de la table le plus rapidement possible. Et donc sur la planification en mer, ce qu'on a fait avec la loi, c'est qu'on a décidé d'intégrer les documents stratégiques de façade. Les documents stratégiques de façade, il y en a 4, on a 4 façades maritimes en France, puisqu'on a découpé l'Atlantique en 2, pour avoir, dès le début, les pêcheurs, les élus, les kayakistes, les développeurs d'offshore, les plongeurs, tout le monde autour de la table, dans des documents stratégiques, c'est le terme, et donc avec une projection à 2050 pour identifier, dès aujourd'hui, les zones qui peuvent être encore un peu approximatives, mais au moins le zonage des 50 parcs nécessaires et voulus par le président de la République. Sur la planification terrestre, là, pour le coup, le pari est un peu plus grand et on ne sait pas encore exactement ce que ça va donner. L'idée et l'intuition qu'on a eue, c'est qu'il fallait redonner les clés du camion aux maires, parce que, fondamentalement, c'est eux le premier acteur avec qui vous allez discuter si vous êtes producteur d'énergie renouvelable. Redonner les clés du camion aux maires, c'est leur donner la capacité de définir ce qu'on appelle des zones d'accélération. Et ces zones d'accélération, c'est tout simple, c'est de dire, voilà, ça c'est ma commune, et l'exercice va être fait dans les 36 000 communes en France, avec une maille intercommunale, puis une maille départementale, en disant, voilà, ça c'est des zones où je suis plutôt envie d'avoir des ENR, plutôt tel type d'ENR, parce qu'en fait, l'État va faire redescendre un maximum de data sur le vent, sur l'exposition au soleil, sur la présence d'agriculteurs à côté, sur tout un tas de facteurs. Et l'idée, c'est qu'à la fin, on puisse avoir une copie à peu près claire, une cartographie à peu près claire, sur l'ensemble de la France, de là où on souhaite développer des ENR, et que dans ces zones d'accélération, on puisse aller vite, en concertation, déjà, avec les différentes parties prenantes. Donc ce travail-là, il a été lancé, ça va être un travail long et fastidieux, on ne sait pas ce que ça va donner, ça a été un énorme échec sur les zones favorables à l'éolien, pour ceux qui s'en rappellent. C'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, moi, par exemple, je ne les ai pas connus, mais notre intuition est que planifier, se projeter, avoir une cohérence à la fois territoriale, à la maille régionale aussi sur les objectifs de la PPE, c'est fondamental pour réussir le pari des ENR. Et enfin, je vais vous dire un dernier petit mot sur pourquoi les ENR, c'est une formidable aventure. Je vous l'ai dit, c'est un défi majeur et absolument dantesque pour notre pays, mais c'est avant tout et surtout de magnifiques opportunités pour les territoires. Par essence, un projet d'énergie renouvelable, c'est très territorialisé, ça peut être une petite unité de méthanisation, ça peut être une petite géothermie, ça peut être un projet pour une usine de récupération de chaleur fatale. Ce sont des projets qui sont infiniment territorialisés. Et ce qu'on a pu observer, c'est que les territoires qui s'approprient ces ENR, ce sont des territoires qui sont en train de ressusciter. Et je le dis de manière très solennelle. On a fait un tour de France de l'énergie avec Maud Bréjon, que vous verrez, que vous écouterez, qui est bien plus talentueuse que moi juste après. On a pu constater à quel point les territoires s'étaient appropriés ces ENR et on avait fait des outils et des vecteurs formidables de développement industriel, de développement de leur centre-ville. Un exemple que j'aime beaucoup, c'est l'exemple des ports. Aujourd'hui, un port comme Saint-Nazaire, un port comme Le Havre est en pleine restructuration. On produit un tiers des éoliennes offshore européennes en France aujourd'hui. Et il faut continuer. Et la seule manière de continuer, c'est d'en faire déjà des françaises, mais c'est d'accompagner le développement de la filière, de toute la filière, de l'ensemble des parties prenantes, des sous-traitants ici en France. Et c'est des dizaines de milliers d'emplois, c'est des ports et des zones portuaires qui vont rayonner à nouveau. Je peux vous parler aussi de Dunkerque, et je finirai sur cet exemple-là parce que je l'aime beaucoup aussi.
on allait faire une petite réunion publique à Tétéghem. Tétéghem, c'est une ville de 5000 habitants à côté de Dunkerque. Et le maire est arrivé en retard. Il était un peu confus, etc. Il s'est excusé, il s'est dit « Excusez-moi, je suis arrivé en retard ». J'étais à une réunion avec le préfet parce qu'en en fait, on ne sait pas comment on va faire pour accueillir les 15 000 personnes qui vont arriver dans les 5 prochaines années à cause des nouveaux projets qu'on est en train de développer. Ces nouveaux projets, c'est 2 prochains EPR à Gravelines, mais c'est aussi le parc éolien offshore à Dunkerque, c'est le projet d'hydrogène également sur site, et les milliers d'emplois avec. Et il nous l'a dit avec énormément d'émotion, parce qu'il nous disait, voilà, 10 ans avant, j'ai eu la même réunion avec le préfet et les services de l'État pour savoir quelle école j'allais fermer, quelle route on allait dévier et comment on allait faire pour gérer la fin de tous les commerces du centre-ville. Et donc, si je peux dire un dernier petit mot, c'est que l'énergie, c'est une formidable opportunité industrielle pour la souveraineté de la France, qu'il faut aller à fond, il faut arrêter avec les débats imbéciles, j'ai pas dit à la con, sur l'opposition entre les énergies. On a besoin de toutes les énergies. Ce sont, encore une fois, des opportunités pour vous, pour tous les développeurs, pour tous les business différents. Voilà, c'est une formidable aventure et donc allons-y à fond parce qu'on en a besoin. Merci à tous.